toujours dans le bail, et on avait dit que le bail, la dernière fois, était un contrat translatif, consensuel, commutatif. On a dit aussi que c'est un droit, c'est un contrat, toujours le bail, qui consiste à dire que le bailleur met à la disposition du locataire. Le DOC part du locateur et locataire. Ça veut dire le bailleur et le loueur, si vous voulez, c'est la même chose. C'est un contrat de mise à disposition, c'est un contrat où il va y avoir un transfert d'un droit de propriété, mais d'une manière temporaire, provisoire, contrairement à la vente où le transfert il est définitif. Et la dernière fois, on avait parlé de ce contrat de mise à disposition, et on avait dit que ce contrat de mise à disposition était différent du dépôt. Rappelez-vous, on a parlé également du dépôt, un contrat de dépôt, et même on a parlé aussi d'un contrat de stationnement. Quand vous dites par exemple que je suis dans un contrat de dépôt, ça veut dire tout simplement que le dépositaire et le déposant, on s'approche plus ou moins du bail, mais on n'est pas dans le bail. Quand vous faites un contrat de dépôt, ça veut dire que vous allez confier quelque chose, la chose, à un dépositaire, et que par la suite vous allez récupérer cette chose. C'est ça un contrat de dépôt, vous êtes bien d'accord? Donc la banque, quand elle vous prête, quand elle vous loue un coffre-fort, le coffre-fort est un contrat de dépôt. Et pourtant je suis dans la location. Est-ce que vous comprenez? Sauf que dans la location, la dernière fois on avait parlé de la jouissance de la chose. Or, dans un contrat de dépôt, il n'y a pas de jouissance de la chose. La personne qui va vous confier ce coffre-fort n'a pas le droit d'accéder au contenu de votre coffre-fort. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il va vous louer le coffre, si vous voulez, mais la chose que vous allez déposer dans ce coffre vous appartient. Ça veut dire que personne n'a le droit d'en user. Ça veut dire que quelque part, il faut qu'il y ait restitution de la chose et aussi conservation de la chose. Alors que dans le bail, quand vous faites un contrat de bail, qu'est-ce qui se passe? La personne vous loue son appartement et il vous demande également, il vous autorise à ce que vous jouissiez des locaux, que ce soit le commercial ou le civil. Ça veut dire que dans le bail, il y a ce qu'on appelle un démembrement d'un droit de propriété. Vous vous rappelez de cela ou pas? Ce démembrement de droit de propriété, la dernière fois, je vous ai dit qu'il était différent de l'usufruit. Puisque dans l'usufruit, l'usufruitier va profiter du fruit en ayant un droit réel sur la chose, puisqu'il peut donner ça en nantissement, il peut donner ça en hypothèque. Est-ce que vous comprenez? Alors que dans le contrat de bail, le bailleur n'a qu'un droit personnel sur la chose. La différence, elle est quand même très importante. Puisque dans le droit de bail, le bailleur, il va exercer une action contre qui? Contre le débiteur défaillant, parce qu'il ne lui a pas payé, par exemple, ou il a mal entretenu ses locaux. Donc c'est un droit personnel. Dans l'usufruit, l'usufruitier va exercer un droit réel sur la chose, puisque le nu propriétaire lui a confié son droit de propriété parmi les autres droits. C'est ce qu'on appelle aussi un démembrement d'un droit de propriété, et parmi ces démembrements, il lui a confié carrément l'action sur un droit réel et non personnel. C'est pour ça que je vous dis que la frontière entre l'usufruit et le droit de bail, elle est très fine, très très fine. La seule, si vous voulez, différence qu'on peut faire, c'est au niveau des droits qu'on doit exercer. Dans l'usufruit, on va exercer un droit sur quoi? Sur la chose. Alors que dans le bail, on va exercer un droit sur la personne. Voilà, c'est ça. Mais il faut quand même développer. On ne dit pas droit réel, droit personnel comme ça.
Donc le droit réel et droit personnel font partie de ce qu'on appelle les droits patrimoniaux que vous avez étudiés, j'imagine. D'accord? Parce qu'un droit patrimonial, il est constitué par des droits réels et des droits personnels. C'est tout ce qu'il y a. Parce que tout ce qui est nom, personne, identité, ce sont des droits qu'on appelle extra-patrimoniaux. Une société, elle a des droits, elle a un patrimoine, et elle a aussi des droits extra-patrimoniaux. Le patrimoine de la société, c'est quoi? Ce sont les dettes, le capital social de la société. Le capital social de la société constitue son patrimoine, puisque les associés vont ramener les apports dans la société, c'est ce qui va constituer le capital social, le patrimoine. Ce patrimoine, il n'est pas constitué que par les apports, mais il est également constitué par quoi? Par les dettes aussi, puisque la banque va lui prêter de l'argent. Les associés vont prêter de l'argent à la société en compte courant. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ça constitue ce qu'on appelle les réserves aussi. Tout ça constitue le patrimoine de la société. Mais la société n'a pas uniquement un patrimoine, elle a aussi un nom. Le nom constitue pour elle quelque chose d'extra-patrimonial parce qu'il n'est pas évaluable en argent. Mais ça, c'est à part, oui? Non, vous êtes déjà dans la cession. Moi, je vous dis que déjà la société en elle-même, vous, en tant que personne physique, vous avez des droits patrimoniaux et vous avez des droits extra-patrimoniaux. Votre droit patrimonial, c'est quoi? C'est votre patrimoine unique, puisqu'il y a ce qu'on appelle l'unicité du patrimoine. Mais vos droits extra-patrimoniaux, c'est la nationalité, votre nom, votre prénom, votre domicile. Est-ce que vous comprenez? La société, c'est pareil. Maintenant, si elle s'amuse, la société, à vendre le nom, elle est en train de le vendre. Mais dès le départ, elle a des droits patrimoniaux et des droits extra-patrimoniaux. Est-ce que vous me suivez? La cession, c'est une autre étape ultérieure qui va venir par la suite. Mais en droit civil, par rapport au droit commercial, le droit civil, la personne ne peut pas vendre son nom. Est-ce que vous pouvez vendre votre nom? Non. Donc ce sont vos droits extra-patrimoniaux. Vous ne pouvez obtenir réparation que devant les tribunaux par des dommages-intérêts si on porte atteinte à votre réputation, à votre honneur. Là, effectivement, il est monnayable. Mais en dehors de cela, votre nom, vos droits extra-patrimoniaux sont incessibles, tout simplement. Alors que le patrimoine, il est composé de dettes et de créances. D'accord? Vous m'éloignez du sujet, là. Alors, restons dans le bail. Je disais que le bail, encore une fois, c'est un contrat de mise à disposition et la chose sur laquelle va porter le bail, ce sont des choses, c'est là où on s'est arrêté la dernière fois, ce sont des choses qui peuvent être obsolètes, ce qu'on appelle des choses qui peuvent se détruire avec le temps. Et là, ce sont des choses qu'on appelle, on en a parlé la dernière fois, l'objet du bail qui peut glisser vers un contrat de vente. Voilà, exactement. Ce sont les biens qui se détériorent en termes d'utilité. D'accord? Tels que par exemple, exactement, dans les domaines agricoles, l'utilité de la terre étant avec le temps, elle s'amortit. D'accord? Donc du coup, ce sont des contrats qui vont glisser. On commence par un bail et on va finir par une vente définitive. Et puis vous avez des choses qui, non frugimères, ça veut dire qu'ils sont, c'est surtout dans les mines et dans les carrières, où le fait de dire que je vais exploiter cette mine, avec le temps, cette mine, elle sera aussi vidée. Donc il y a aussi ce glissement. Le bail, aujourd'hui, il est régi par un certain nombre de textes réglementaires et législatifs qui fait qu'aujourd'hui, on protège aussi bien le bailleur que le locataire. Il y a des droits et des obligations qui pèsent sur l'un et sur l'autre, aussi bien dans le droit civil que dans le droit commercial. Il est tout à fait évident que quand il s'agit du droit commercial, je fais confiance à votre imagination pour savoir qu'il s'agit de quoi? D'un fonds de commerce.
Donc quand vous louez un fonds de commerce, le commerçant qui va exploiter ce fonds de commerce dans un contrat de bail commercial, il n'est pas régi par les mêmes règles que quand il s'agit d'un bail civil. Les deux, d'abord il y a deux textes qui sont différents sur le plan législatif, sur le plan réglementaire. Il y a aussi des procédures qui sont différentes au niveau du recouvrement, ça veut dire au niveau du non-paiement, aussi bien d'un loyer commercial que d'un loyer civil. Le commerçant qui va peut-être exploiter un fonds de commerce, il peut le nantir, il peut le donner en nantissement, il ne peut pas l'hypothéquer. Pourquoi? Pourquoi le fonds de commerce n'est pas appelé à être hypothéqué? Il y a aussi des biens meubles, la marchandise, le matériel. Pourquoi est-ce que le fonds de commerce... Non, oui, mais le fonds de commerce, il va être... Quand il y a un commerçant, c'est pas ce que j'attends de vous comme réponse, mais vous n'êtes pas loin. Quand un fonds de commerce est là et que le commerçant a besoin d'avoir un crédit à la banque, quels sont les éléments qu'il peut donner pour pouvoir justement se voir accorder un crédit? Oui, mais c'est ma question. Je vous dis pourquoi le fonds de commerce, il est nanti et non pas hypothéqué. Non, il n'est pas immeuble, justement, il est meuble. C'est pour ça que parce que les murs, des fois, et la propriété privée sur laquelle le fonds de commerce il est là, n'appartient pas au commerçant. C'est pas lui, ça ne lui appartient pas. L'hypothèque, il va porter sur quoi? Sur des choses qui sont fixes, immobilières. Ça veut dire quoi? La terre, le local, le titre. C'est là où il va prendre le truc. Or, nous savons très bien que le nantissement, il hypothèque. Si le commerçant, il est propriétaire et en même temps commerçant, il est propriétaire de quoi? De ses murs. Donc, quand il est propriétaire de ses murs et il exerce lui-même son exploitation, là, il peut hypothéquer et nantir. Deux opérations qui sont complètement différentes au niveau de la banque. Ce n'est pas la même opération qui se fait. L'hypothèque, il relève du civil, et le nantissement, il relève de quoi? Du commercial, tout simplement. Donc, ce sont deux opérations complètement différentes. Maintenant, s'il est uniquement commerçant, il exploite ce fonds de commerce, il ne peut que le nantir, le nantissement. Le danger du nantissement, il se situe où, à votre avis? Là, c'est-à-dire, quand il y a une récupération du bien, c'est-à-dire, ça veut dire que si jamais il y a une cession, ou là une expulsion de ce commerçant, de ce fonds de commerce, alors que le fonds de commerce il est déjà nanti, le prochain qui arrive, il restera toujours nanti entre les mains de la banque. Ça veut dire que là, le nantissement reste le même et il ne fait que changer les adresses. La banque, elle ne va pas rentrer là-dedans pour vous dire « Ah oui, vous avez changé de propriétaire, donc moi… » Non, le nantissement, il reste sur le fonds de commerce, puisqu'il n'est pas au nom de la personne physique. Est-ce que vous comprenez? Donc la chose, elle reste là où elle est, même quand il y a un changement, même quand il y a une évacuation, même quand il y a une éviction, d'accord, commerciale, le nantissement, il reste bloqué entre les mains de la banque. Ça veut dire que la prochaine personne qui arrivera pour exploiter ce fonds de commerce aura toujours ce nantissement sur le dos. Parce que le nantissement, il est entre les mains de la banque, il n'est pas entre les mains du bailleur, du commerçant. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà la difficulté. Il y a d'autres difficultés que nous aurons l'occasion de voir au fur et à mesure que nous avançons dans le cours. Il faut qu'on garde en tête que le bail civil, ce n'est pas le bail commercial, sur tous les plans. Sur tous les plans. D'abord sur le statut du bailleur par rapport au commerçant.
quand vous êtes dans un bail commercial, il est tout à fait normal que celui qui va exploiter le fonds, il faut qu'il soit quoi? Il faut qu'il ait une capacité commerciale, il faut qu'il ait la casquette du commerçant. Dans le bail civil, comme c'est un acte d'administration, on n'a pas besoin d'une capacité particulière pour louer, par exemple. N'importe qui peut louer. On n'a pas besoin d'avoir un registre du commerce pour louer. Ça d'une part. Deuxième chose qui est aussi importante, c'est au niveau des indemnités. Nous aurons l'occasion de voir en quoi les indemnités du droit commercial, quand il s'agit d'une exploitation d'un fonds de commerce, différentes de celles des indemnités qui sont dues, par exemple, aux bailleurs, aux locataires, quand il y a des problèmes. Nous aurons l'occasion de voir également en quoi est-ce que c'est différent quand il y a une sous-location civile par rapport à une sous-location commerciale. D'accord? Et nous aurons également le temps, si on a le temps, de voir qu'en est-il de l'extinction d'un bail. L'extinction d'un bail, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un bail, il va être, pas forcément, on peut prendre fin, on peut donner fin à un bail, qu'il soit civil ou commercial. Quelles sont les conditions juridiques? Parce que n'oubliez pas que sur le terrain commercial, vous avez quand même une activité commerciale, vous avez une clientèle, donc il y a beaucoup de choses. Et qu'en est-il également de la situation où, et ça existe tout le temps aujourd'hui, où on ferme l'activité commerciale pendant un moment? Ça veut dire que l'exploitant, il a un contrat de bail, mais il ne travaille plus. Mahal shaddo. Est-ce que le propriétaire de ce mahal peut accéder à son local? Pendant 6 mois, il est fermé, il ne paye pas. Est-ce que vous comprenez? Donc il est pratiquement en sursis là. Ça veut dire qu'il ne travaille pas. Donc moi je ne travaille pas, donc je ne peux pas vous payer, ok? Parce qu'il y a un loyer commercial aussi, il y a une rémunération commerciale qui se fait là-dessus. Et du coup, moi j'ai envie de récupérer mon fonds de commerce parce que le local est fermé. Ou alors je voudrais le récupérer parce que je voudrais également exercer l'activité. Ou alors rénover mon local. Donc il y a tellement de choses qui risquent ou carrément changer d'activité, tout simplement. Est-ce que le commerçant a le droit de changer l'activité pour laquelle il a contracté? Est-ce qu'il a le droit? C'est ce qu'on appelle le principe de la spécialisation. Est-ce que la même chose peut exister également en droit civil? Donc vous voyez, il y a beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand je vais aller au tribunal pour obliger la personne à me payer, par exemple, un loyer commercial ou un loyer carrément civil? Quelle est la procédure à suivre? Donc, autant d'éléments nouveaux qui sont rentrés dans la nouvelle loi qui régit le bail, aussi bien le bail commercial et le bail civil. N'empêche qu'il y a encore des difficultés dans le recouvrement, dans les transformations des locaux commerciaux, dans les transformations des locaux civils aussi. Il est arrivé à quelqu'un qui a loué son appartement à une personne, et cette personne, c'est réel, elle a eu un accident, et cette personne est devenue sur une chaise roulante, et elle a pratiquement transformé le local civil pour qu'elle puisse s'adapter à son handicap. Est-ce que vous comprenez? Qu'en est-il sur le plan juridique de cette transformation? Moi, je vous loue un appartement avec des escaliers, je reviens, je trouve un appartement avec une pente. Il y a un problème ici. D'accord? Il y a quelqu'un aussi qui a, ça c'est vrai, Bourgogne, déjà à Casablanca, la personne était énorme, elle était grosse. Et il y avait un petit couloir, et la personne a commencé à détruire pour pouvoir passer dans les couloirs. Et le propriétaire n'étant pas sur place, il est à l'étranger. Donc quand il est venu, il a trouvé que sa maison était complètement faite que pour les gens qui sont gros, finalement. Donc il ne faut plus chercher les personnes minces. Parce que les couloirs, les chambres, les salles, tout était multiplié. Qu'en est-il de ces frais qui ont été engagés dans ces travaux, sur le plan juridique? D'accord? Donc autant d'éléments que nous aurons l'occasion de voir aujourd'hui concernant le bail. Donc vous mettez s'il vous plaît... Le bail se distingue du dépôt. Le bail, c'est très important qu'on le mette. Le bail se distingue du dépôt. Le dépôt, un dépôt. Le dépôt. Puisque le déposant,
puisque le déposant remet au dépositaire, regardez, dans chaque type de contrat, les noms diffèrent des personnes qui interviennent dans le contrat. Cédant, cessionnaire, bénéficiaire, le bénéficiaire dans la vente, l'autre, dans la vente, il y a l'acquéreur, pardon, le bailleur ou le propriétaire avec le locataire, le déposant et le dépositaire. Donc vous mettez, le déposant remet au dépositaire avec une obligation de conservation et de restitution. Regardez, obligation de conservation et de restitution. Obligation de conservation et de restitution. Ça, c'est dans le contrat de dépôt. Dans le bail, c'est pas la même chose. Quand vous voyez le bail, c'est pas la restitution. La restitution, oui, et c'est pas la conservation. C'est quoi? C'est la jouissance du bien. C'est-à-dire, vous pouvez accéder à mon bien. D'accord? Par un démembrement d'un droit de propriété. Donc vous mettez dans le contrat de bail le locataire procède à l'utilité de la chose. À l'utilité, il utilise un droit de jouissance dans le bail. Donc il y a quand même, il se sert de la chose. Donc il y a une obligation de quoi? De jouissance. Il y a une obligation de jouissance. Vous savez que des fois, on prend les contrats de baux comme ça, avec les contrats de dépôt, et on prend également les contrats de stationnement. Quand vous stationnez une voiture, c'est quoi? Quand vous mettez une voiture dans un parking, c'est quel type de contrat? Là, nous sommes en train de parler de la qualification du contrat. Vous avez ce type de contrat, comment vous allez qualifier ce contrat? Comment le juge va qualifier un contrat de stationnement de voiture? Est-ce que c'est un dépôt? Est-ce que c'est un bail? C'est un contrat, oui, c'est un contrat innové, c'est un contrat spécial. Mais quel type d'obligation doit peser sur celui qui va parquer sa voiture et celui qui va la garder, la surveiller? Quand il y a une obligation de surveillance et de gardinage, ce n'est pas la même chose quand vous gardez votre voiture et vous partez. Est-ce que vous comprenez? Donc, le contrat de stationnement peut être assimilé à un contrat de dépôt et des fois, il peut être assimilé comme un contrat de bail. Puisque vous payez le parking. Il y a quand même une rémunération avec l'obligation de gardinage et de surveillance. Donc, quelque part, il va y avoir une responsabilité qui va se dégager. Pas forcément parce qu'il y a un contrat. C'est la nature de la prestation qui fait que, est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que dans la qualification, le juge, il va commencer à chercher des indices, et c'est l'ensemble de ces indices, d'accord, qui va faire un faisceau, et c'est ce faisceau qui va vous donner l'étiquette du contrat sur lequel vous êtes en train de jouer. Quand vous posez votre voiture et que vous revenez, vous trouvez une voiture complètement saccagée, abîmée, qu'est-ce que vous allez faire? Bien sûr, il y a les assurances, il y a beaucoup de choses. Mais dès le départ, avant d'arriver aux assurances, il faut que l'assurance également sache sur quel terrain vous êtes. Est-ce que vous avez donné cette voiture en location? Est-ce que vous l'avez déposée dans un contrat de dépôt? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous l'avez mise dans un contrat de stationnement, etc., etc. Donc, autant de titres dans les contrats, parce que ce sont des contrats spéciaux, encore une fois.
Et donc chaque contrat, il répond à un régime juridique différent. Si vous êtes dans un dépôt, eh bien l'obligation qui va se dégager n'est pas identique à celle d'un loyer, d'un bail. Si vous êtes dans un contrat de stationnement et il y a une société de stationnement à qui vous payez 1 euro d'acteur, eh bien l'obligation de la société et les gens qui surveillent ça, ce n'est pas la même chose si vous étiez dans un contrat de dépôt. Donc vous voyez que chaque contrat, il a ses étiquettes. Donc vous mettez dans les contrats de stationnement, la mise à disposition d'un emplacement de stationnement constitue un contrat de louage. La mise à disposition d'un emplacement de stationnement constitue en principe un contrat de louage. Vous êtes bien d'accord? C'est comme si vous louez la place. Maintenant, si vous confiez votre voiture à quelqu'un, vous lui confiez, vous lui dites, je vous donne les clés, je vous confie ma voiture. Il va y avoir une responsabilité qui va se dégager là-dedans. C'est une obligation qui va peser sur la personne qui va veiller sur le bien qui est votre voiture. Vous mettez sauf, s'il vous plaît, sauf, si vous confiez votre voiture pour la garde. Là, il devient un contrat de dépôt. Là, il relève d'un contrat de dépôt. Et les contrats de dépôt, généralement, dégagent une responsabilité de plein droit. Il dégage une responsabilité de plein droit. Et quand on parle de la responsabilité de plein droit, ça veut dire que je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit. Je vous ai confié ma voiture, ok ? Je vous ai demandé de la surveiller et de la garder. Donc il devient un contrat de dépôt. Et le contrat des dépôts, généralement, ce sont des contrats où quand il y a une détérioration de la chose déposée, on n'a pas besoin de prouver qu'il y a, comment on appelle ça, qu'il y a voilà, ça veut dire que c'est fini. J'ai plus besoin de ça. Il suffit que je prouve que je vous ai confié X et je retrouve pas mon bien comme il se doit. Maintenant, tout ce qui est imprévision, force majeure, exécution fautive, le juge ne rentre pas là-dedans parce que pour lui, dans sa tête, c'est un contrat de dépôt. Vous avez confié votre clé à une société pour qu'elle, par exemple, pour qu'elle vous fasse un vidange, je sais pas moi, une vidange, quelque chose comme ça, ou un lavage. Vous revenez, vous trouvez quelque chose de cassé dans cette voiture, il y a une responsabilité de plein droit qui se dégage là-dessus. Oui, monsieur ? C'est une présomption qui elle n'est pas simple, elle n'est pas irréfragable. En fait, la présomption irréfragable, ça veut dire que je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. C'est ça, irréfragable. Ça veut dire que c'est comme cela. Le fait de dire que mon pare-brise, il a été cassé parce que peut-être qu'en lavant, vous avez brisé ma vitre, bon, elle devient vis-à-vis de la loi irréfragable. Quand vous dites une présomption simple, déjà, c'est une présomption, c'est pas une preuve. Déjà, il y a une différence entre la preuve et la présomption. La simplicité de la preuve n'est pas la même chose que quand vous parlez de la présomption de la preuve. Parce que si vous êtes dans cette présomption de la preuve, quand vous dites, il faut que celui que vous accusez prouve qu'il n'a rien fait. C'est ça la différence sur le plan juridique. Ça veut dire que la preuve, elle est inversée. La charge de la preuve, elle est inversée. D'accord ? Quand je parle d'une preuve